Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Notre émission vous provient toujours en direct de ce nouveau magasin Trivi situé au 1805 Autoroute 440 à Laval. Au cours des 60 prochaines minutes, on va s'informer, on va se divertir, on va s'amuser et on va goûter également au sens propre et figuré à toutes les joies de l'été. Aujourd'hui, on a une abonnée, elle revient à l'émission Mama Rita. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait invitée? C'est parce que c'est tellement bon. On peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer. On parlera de CrossFit et également comment prendre soin de ses cheveux durant la période estivale. On va parler de Destination Innovation. Ça a été une réunion entre des scientifiques et des jeunes étudiants de Laval qui a porté fruit. Connaissez-vous l'Escale Gastronome? Non. C'est une épicerie vraiment unique qui rend accessible des produits du terroir et aussi des aliments provenant directement des producteurs et des transformateurs. Bon, et puis on va savoir si le nouveau film de Tom Cruise, Un jour sans lendemain, va valoir le détour. Alors sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous, à Sur la terrasse. Notre restaurant vedette d'aujourd'hui de l'émission Sur la terrasse est un abonné. Non seulement parce qu'il est une institution à Laval, mais également parce qu'à chaque fois, on se régale. Oui, on parle du restaurant Mama Rita et on a le plaisir de recevoir une fois de plus à l'émission la chef et propriétaire Rita Ferrante. Mama Rita. Bienvenue, Mama Rita. La Bienvenue. légendaire. Qui a amené d'ailleurs un client régulier qui est un animateur de Rythme FM, Jean-Yves Lobé. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour, bonjour. Moi aussi, je suis un abonné du restaurant Mama Rita. Je vais quasiment tous les week-ends. C'est mon restaurant préféré. Pourquoi, justement? Parce que tu as le choix, là. Mais je pense que c'est tout d'abord parce que Mama Rita est une personnalité vraiment attachante. C'est une maman italienne et les mamans sont vraiment généreuses. Et on est bien nourris quand on va là. Mais tu as perdu du poids, toi. J'ai perdu 30 livres parce que je m'entraîne et parce que je mange mieux. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Mama Rita, est-ce que c'est possible de manger du poulet avec des légumes, quelque chose qui n'est pas trop agressant, quelque chose qui n'est pas trop gras. Parce que j'aime beaucoup habituellement manger des pâtes, le pain, mélanger ça, c'est pas tellement bon, ça fait prendre des kilos. Et là, aujourd'hui, il nous prépare un excellent poulet avec des asperges. Et c'est quoi ton plat fétiche quand tu vas chez Mama Rita? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les piments, les espèces de piments farcis. Je sais pas comment tu appelles ça. Piment vinaigré C'est avec la vraiment focaccia la qu'on donne focaccia, important. les petites pâtes de sauce rosée, romanov aussi, j'adore ça. Et les lasagnes, les gnocchis et les lasagnes avec des crêpes. Ah, Oui. ça, c'est vraiment délicieux. Alors, peut-être nous décrire, justement, Jean-Yves, tu en as parlé un peu, mais il y a du poulet. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui, Mama Le Rita? poitrine de poulet farci avec asperges, tomates fraîches et mozzarella et accompagné avec des légumes grillés. Alors, je m'acharne sur le poulet parce que ça coûte pas cher, C'est vrai. c'est très bon, on peut le faire de 1000 façons. Et voilà. Et les asperges, c'est le temps des asperges en ce moment. Ben oui, Hein? tout est frais, tout est vraiment la saison. Bon, puis à la fin, on va parler d'abord qu'on peut avoir cette nourriture à la maison, on peut la faire venir, on peut Oui, commander oui. directement au restaurant, puis on va aussi parler de cours de cuisine. Et Jean-Yves, tu vas nous préparer un vin? Tu vas nous présenter Oui, un je vin? suis un excellent sommelier. Dit-il modestement. de fin de semaine. Non, mais c'est vrai, pour ce qui est de Mama Rita, on peut prendre des plats pour apporter. Ça, je le fais souvent après avoir travaillé. J'ai pas le temps de cuisiner, j'arrête chez Mama Rita, je prends un plat pour apporter et j'amène ça à la maison. Et on a d'excellents vins aussi chez Mama Rita. Bon, ben, on va voir ça à la fin de l'émission, mais on va surtout manger ce qu'elle nous prépare. À plus tard, Mama Rita et Jean-Yves. À plus tard. Merci. Ah. Un bon journaliste comme lui, ça n'a pas besoin de crème solaire 60. Ben non, parce que c'est soit devant son clavier ou dans une conférence de presse. Il est de l'Écho de Laval. Ghislain Plourde, je vois que ton teint est toujours aussi blafard. Bonjour, Éric. Bonjour. Et contrairement à mon teint, l'actualité est remplie de couleurs. Absolument. Parlons d'abord d'une femme qui se bat depuis 5 ans contre la Société automobile... Société d'assurance automobile du Québec. Ouais, c'est ça. La SAAQ. Il y a un A de plus que le SAQ. Exactement. Ça va faire 5 ans à la fin juin que Gisèle Lepage a été victime d'un accident dans le quartier Sainte-Rose, intersection Arthur-Sauvé-Sainte-Rose. Et depuis ce temps, elle tente évidemment d'obtenir indemnisation complète de la part de la Société d'assurance automobile du Québec. On se rend donc devant les tribunaux. Jusqu'à présent, la SAAQ allègue que les blessures subies par la dame, on parle quand même de 4 hernies discales, d'entorse cervicale. On a également une bursite à la hanche. Eh bien, la SAAQ allègue que ces blessures sont antérieures à l'accident, ont été causées par la pratique du karaté, puisque Mme Lepage est une adepte de cette discipline. Elle en a fait avant son accident. Et sur les recommandations de son médecin, elle a recommencé graduellement dans sa réhabilitation à pratiquer ce sport. La SAAQ dit on n'est pas responsable, c'est le karaté
est en cause dans toutes ces blessures. Donc, au niveau des réclamations, on se bat et devant le tribunal administratif du Québec, eh bien, on a accepté l'explication, la théorie de la SAQ et la dame, depuis 5 ans, n'a touché que 6 000 en indemnisation qu'elle a déjà, évidemment, dépensé en frais juridiques. Et le combat sera long. Seulement pour vous donner une petite idée, l'an dernier, dans ces causes de réclamation auprès de la SAQ, la Société d'assurance automobile a gagné 75 de ses causes. Ouf. Donc, c'est un dur combat, oui. David contre Goliath, oui, possiblement. Et c'est difficile aussi de tracer la ligne où est-ce que commencent les problèmes de santé de madame. De madame, effectivement. Est-ce que c'est lié à l'accident ou à la pratique du sport? Wow! On va sûrement en reparler encore. Hein? Ah, certainement. Lumen, qui est une grosse compagnie de produits électriques, je pense. Exactement. Hein? Choisit Laval. Oui, tout à fait. Lumen, il y a plusieurs succursales, plusieurs filiales au Québec, notamment Laval, Basse-Laurentide, Montréal. Et le siège social, le centre de distribution est situé à Pointe-Claire. On a annoncé le déménagement à Laval. Pour vous situer l'endroit, carrefour de la 13 et de la 440. OK. Un énorme terrain. Oui. Propriété de 2 constructeurs. Loracon, que vous connaissez sans doute, et Cosoltec. Ils se sont unis et ça nous donne un terrain d'1 million de pieds carrés pour accueillir ce centre de distribution, ce siège social. Lumen va investir 100 millions dans ces aménagements ici à Laval. On prévoit début des chantiers avant la fête nationale pour une intégration quelque part au printemps 2015. Est-ce que ça va créer des emplois? On va simplement transférer des emplois? On a déjà 575 employés et possiblement quelques emplois supplémentaires également à venir dans ces nouveaux bureaux de Lumen. Et la dernière de nos 3 nouvelles, c'est un joueur de baseball d'ici qui s'en va jouer aux États. Oui, Charles Leblanc, 18 ans, un joueur d'arrêt-course, pour ceux et celles qui se posent la question, un joueur d'Inter. L'an dernier, il a été repêché par l'équipe des Brewers de Milwaukee au baseball majeur, 33e ronde. On a un certain temps pour négocier les droits de contrat. Charles ne s'est pas entendu avec l'équipe et maintenant s'est entendu avec l'Université de Pittsburgh pour aller jouer là-bas, pour aller étudier là-bas, parce que c'est un programme quand même là, d'enseignement, un programme universitaire très relevé. Ça fait partie évidemment du circuit de la NCAA, qui est probablement le programme étudiant le plus relevé au monde. Donc, Charles Leblanc va évoluer pour l'Université de Pittsburgh dans les prochains mois et aura aussi de bonnes chances de décrocher une très importante bourse d'études. Est-ce que vous me permettez de vous poser la question, puisque la semaine dernière, nous étions ensemble et on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver de l'achat de l'Écho de Laval par les gens de Transcontinental? Où est-ce que ça en est en ce moment? L'Écho de Laval est maintenant propriété conditionnelle de TC Média jusqu'à la fin juillet. TC Média doit vendre 34 hebdos, dont l'Écho de Laval. Et si, après ce délai, on n'a pas trouvé d'acheteur, on devient propriété entière de TC Média. Vous dire que depuis les derniers jours, les bureaux de l'Écho de Laval sont situés maintenant dans les locaux de TC, où est situé le Courrier Laval, sur Francis Hugues. Donc, c'est une famille recomposée, on va dire. Oui, effectivement. Comment se faire des nouveaux amis? Ah oui, rapidement. OK. On peut bien sûr toujours suivre l'actualité lavalloise. Des infos fraîches tous les jours, l'échodelaval.ca. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. À la semaine prochaine, Justin. Bonne semaine. Merci. Cette semaine, on bouge avec une nouvelle chroniqueuse à l'émission et je suis vraiment contente qu'elle se joigne à notre équipe parce que c'est une des filles les plus pétillantes et énergiques que je connaisse. Et en plus, c'est une amie, Roberta Arguello. Bonjour! Merci, Amélie. Bienvenue Bonjour. sur la terrasse. Oui, je suis très contente d'être ici. Donc, pour ta première chronique, on parle de CrossFit. Oui. Et là, je dois t'avouer que j'en entends beaucoup parler. Ça a l'air d'être la mode ces temps-ci. Mais c'est très nébuleux. Je suis pas certaine que je sais exactement c'est quoi. Je sais que c'est plusieurs disciplines, mais bon, toi, tu l'as essayé. Moi, c'est ça. Parce que on entend parler. Je connais plein de monde qui l'ont essayé. Mais je me suis dit, il faut vraiment que moi, je suis comme ça, que je l'essaye pour voir c'est quoi exactement. Donc, je suis allée faire un cours d'essai qui est gratuit à CrossFit Laval. Et en plus, j'ai eu la chance d'interviewer aussi l'entraîneur-chef Mathieu Dubreuil, qui m'a
expliquer qu'est-ce que le CrossFit. Donc, c'est grâce à lui, en fin de compte, que je peux t'en parler aujourd'hui. En plus, est-ce que tu peux en parler et tu l'as Je l'ai essayé, oui, ça? oui, regarde, j'ai un petit bleu ici. Oh, là, ok, c'est quand même assez violent. Mais si j'ai été capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Ok. C'est pas violent. Je vais vous en parler. Ok. Donc, déjà, en premier, le CrossFit, ça a été créé dans les années 70. Donc, c'est pas tout nouveau, là. Nous, On pense a que ça vient l'impression, de... ben non, oui. c'est dans les années 70. Le premier centre de CrossFit a été ouvert en 1995 en Californie. Ça a été créé par Greg et Lauren Glassman. Et maintenant, on le retrouve partout dans le monde. Il y a des athlètes de partout dans le monde qui s'affrontent, même les Jeux CrossFit qui ont lieu en fin juillet, donc en Californie. C'est ça qui aurait popularisé le sport? Mais je pense que c'est parce que, bon, il y a l'Internet qui a fait que ça s'est propagé, oui. bien sûr. Mais c'est que les sportifs vont l'utiliser pour devenir meilleurs dans leur sport. Et les gens comme moi, qui vont avoir envie d'essayer quelque chose de nouveau, qui vont donc aller sur Internet puis vont trouver le CrossFit. Ils vont l'essayer. Donc, on le retrouve partout dans le monde. Vous avez même une division dans le CrossFit, les Jeux CrossFit, pour 45 ans et plus. Donc, vous allez avoir des athlètes de 60, 70. Donc, tout le monde peut faire du CrossFit. C'est un sport adaptable à nos capacités. Exactement. Okay. Les hommes, les femmes, vous avez tous les âges, de toutes les conditions physiques peuvent faire du CrossFit. Donc, qu'est-ce qu'exactement du CrossFit? C'est un programme, en fin de compte, de conditionnement physique qui va combiner 3 disciplines. Vous avez la gymnastique, l'athlétisme et aussi l'haltérophilie. Pour améliorer donc l'endurance cardiovasculaire, respiratoire, l'endurance musculaire. Exactement, musculaire. Vous avez aussi la force, la puissance, la souplesse, l'équilibre, la précision. Vous en avez 10, en fin de compte. Donc, c'est vraiment un sport complet, une discipline complète. On pourrait juste pratiquer ça, puis ça serait complet, on serait en parfaite santé. Exactement, parce qu'en fin de compte, c'est des mouvements fonctionnels qu'il faut faire. Quand on dit fonctionnel, donc quand tu t'assois, c'est une squat. Quand tu vas aller chercher des sacs d'épicerie, on appelle ça dans le CrossFit le deadlift. La valise, donc c'est deadlift avec un bras. Donc, c'est des mouvements fonctionnels qui vont être exécutés constamment variés. Donc, ça veut dire que tu peux t'entraîner 7 jours par semaine, puis tu vas toujours faire des exercices différents. Et c'est 1 heure. Et c'est un cours d'1 heure, c'est un cours mixte. Et on dit aussi à haute intensité parce qu'on va demander de toi que tu sois à ta puissance maximale. Donc, tu comprends bien que quelqu'un de sportif va avoir une puissance maximale différente que quelqu'un que c'est la première fois qu'il fait du CrossFit. Donc, moi, j'ai eu la chance de le faire. Comme je dis, tout le monde peut le faire. Ils vont adapter. Là, vous allez voir un cours vidéo, justement, de comment se passe un cours de CrossFit. Donc, au début, vous allez faire un échauffement. Nous, on a fait de la course à pied. Ils m'ont montré la technique de la course à pied. Parce que, oui, il y a une technique. Que, bon, on y va comme ça vient, mais il y a une technique. On appelle ça, l'image de la bonne technique de courir, c'est un peu comme une machine à coudre. Imagine que tu es comme les aiguilles d'une machine à coudre pour courir la bonne technique. Là, par la suite, après, mais vous avez donc le professeur qui va vous montrer, comme vous voyez dans dans la vidéo, la bonne technique de l'exercice. Vous pratiquez l'exercice et par la suite, vous allez pouvoir faire l'exercice. Là, le monde se pose la question, est-ce qu'il faut des vêtements particuliers pour faire du CrossFit? Et non. Et par exemple, vous allez utiliser des souliers de course que vous utilisez pour toutes les cours quand vous allez au gym. Mais je tiens à nommer ici, le soutien-gorge, c'est très, très important. Il faut aller chercher, l'ajustement est important en fin de compte, quelque chose de très serré sur le corps. Et aussi, le matériel doit être quelque chose qui respire. Donc, ça va être souvent du synthétique. Quelque chose qu'on est à l'aise de sauter dans tous les sens. Exact. Mais c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je tiens à en parler, justement, des soutiens-gorge. Parce que l'ajustement est très important, donc ajuster. Quand vous allez voir le vendeur dans n'importe quelle boutique de sport, demandez de vous ajuster la brassière comme il faut. On appelle ça la loi du 2. Là, ils vont dire que c'est 2 doigts, pas plus que 2 doigts de large pour les bretelles, 2 doigts entre les seins, 1 doigt tout le tour. Donc, c'est des choses... L'ajustement et le matériel, c'est très important. Très important. Oui, et donc... Rapidement, tu voulais parler des souliers. Exactement. Il ne faut pas de souliers. Quand on va pour notre cours d'essai, parce qu'il faut vraiment faire le cours d'essai pour voir si tu vas aimer ça. Ça, c'est la seule chose. Tu peux entendre en parler, tu peux le voir dans les compétitions, mais c'est le faire, c'est en le faisant que tu vas comprendre si c'est pour toi, oui ou non. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui va aimer faire du CrossFit, qui veut s'équiper. Donc, vous voyez, la couleur est très éclatante. C'est même écrit CrossFit dessus. C'est ça. C'est vraiment pour le CrossFit. Il faut des semelles
près du sol, donc pour la stabilité. Et le matériel, c'est synthétique aussi parce que c'est plus résistant. CrossFit Laval, il y en a plusieurs à Laval, je crois. Oui, il y en a plusieurs, mais moi, j'ai eu la chance d'aller vraiment l'essayer à CrossFit Laval. CrossFit et c'est Laval. gratuit. Et c'est juste du CrossFit. C'est juste du CrossFit. Vous allez sur le site, vous allez avoir l'information pour les prix, les heures, pour aller faire un cours gratuit. Et je tiens à remercier justement l'équipe parce que je me suis sentie vraiment dans une grande famille. C'était mon premier cours. J'avais un petit peu peur. Finalement, je suis sortie là heureuse. J'ai vraiment adoré ça. J'ai été capable de faire tous les exercices que les athlètes font. Donc, c'est sûr qu'ils les ont ajustés pour moi. Et j'ai été capable de les faire. Donc, je remercie aussi Nathalie Joël, sport expert que Carrefour Laval, parce que c'est elle, donc, qui m'a expliqué justement comment aller choisir la bonne brassière et les bons souliers pour faire du CrossFit. Merci beaucoup, Roberta. C'est tout le temps qu'on avait. S'il y a un domaine qui offre beaucoup de perspectives d'emploi dans les prochaines années, c'est bien le domaine de la santé. L'un des leaders mondiaux dans ce domaine, Sanofi, a fait le mois dernier une opération charme qui avait pour nom Destination Innovation auprès de jeunes collégiens de Laval. Pour nous en parler, nous recevons la vice-présidente Affaires et réglementaires de Sanofi Canada, Franca Mancino. Bonjour, Mme Mancino, et bienvenue à Sur la terrasse. Bonjour, M. Lévy, merci. Je voudrais que vous m'expliquiez d'abord Sanofi. C'est une compagnie, bien sûr, en soins de santé, mais c'est aussi plusieurs divisions, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, Sanofi est un leader mondial dans plusieurs domaines. On a un domaine pharmaceutique dédié à des médicaments et des solutions pour traiter des maladies chroniques. On a une division des maladies rares et aussi on a une division des vaccins, Sanofi Pasteur, et aussi une division liée à des médicaments pour les animaux domestiques et de production. Donc, ça va de l'humain aux animaux. Voilà, une diversification de toutes sortes de produits. C'est une compagnie française, est-ce que c'est ça, Sanofi? Oui, voilà, c'est une compagnie française, oui, qui est vraiment une compagnie qui a évolué pendant les années. Beaucoup, même, ces dernières années. Est-ce qu'il n'y avait pas Sanofi Aventis il n'y a pas si longtemps? Là, c'est redevenu Sanofi. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà, on est légalement Sanofi Aventis, mais pour simplifier, on est Sanofi. Et l'année dernière, vous avez changé de siège social, vous avez déménagé, mais vous êtes toujours ici à Laval depuis combien d'années, Mme Mancini? On est ici à Laval depuis 1968, alors ça fait plusieurs années, et à notre nouveau local depuis 1 an maintenant. Cette opération Charme auprès de jeunes collégiens de Laval, c'est fait pour quoi? C'est recruter de futurs employés, dans le fond? C'est la relève que vous allez chercher? Oui, voilà. Alors, pour démarquer notre premier anniversaire à notre nouveau local, on a implémenté et fait un grand événement qu'on appelle Destination Innovation, où on a accueilli des élèves des écoles secondaires, de 5 écoles secondaires dans Laval, la région de Laval. Et on a eu la possibilité de partager par des présentations interactives des chercheurs renommés pour les inspirer à une carrière dans le domaine de sciences et la recherche. Est-ce que c'est un domaine qui est qui intéresse beaucoup la jeunesse ou justement il faut un peu leur montrer les avantages d'aller dans ce domaine-là? Ça me fait penser quand j'étais jeune, à leur âge, où je devais faire des choix, exactement, des décisions où, dans quel domaine que je Puis on s'en pose des questions, hein? Oui, voilà, exactement. Alors, c'est pas facile à cet âge-là, à un niveau secondaire, mais pour nous, c'est très important de préparer la relève. Pour nous, c'est important d'aider, d'inspirer ces jeunes-là de poursuivre des carrières en recherche et en santé. Alors, on a eu cet événement-là où il y a certains chercheurs qui ont partagé leur passion dans ce domaine-là. On a aussi d'autres initiatives que Sanofi est impliquée pour promouvoir la science auprès des jeunes, exactement. On a le défi Sanofi de BioGenius de Sanofi Canada. Puis ça fait plus que 20 ans qu'on a cette initiative-là à travers toutes les provinces au Canada, où plus de 5000 élèves ont partagé et ont participé à cet événement, où ils participent à des projets concrets, s'ils ont une idée innovante de recherche,
on les met dans un laboratoire avec des chercheurs comme mentors pour poursuivre leur projet innovatrice. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, je sais pas moi, avec un jeune joueur de hockey recru qui éventuellement veut peut-être faire justement carrière dans la Ligue nationale ou la Ligue américaine? Dès qu'il montre un intérêt, on va l'encadrer. Est-ce que c'est ça que Sonafi fait ou ne fait que connaître la profession et les avenues de débouchés d'emploi dans ce domaine? Alors, vraiment encadrer la prochaine génération est très important. Puis, comme je viens de décrire, dans le défi BioGenius Centre de Sonafi Canada, ça permet les étudiants de voir concrètement c'est quoi la science, c'est quoi la recherche, pour vraiment inspirer la passion de poursuivre une carrière dans ce domaine-là. Est-ce que c'est un domaine excitant? On a l'impression que ces gens-là sont dans un bureau ou derrière une fiole ou dans un laboratoire toute la journée et à faire ça jusqu'à la fin de leur jour, où effectivement, là-dedans, il y a des beaux défis. Dans la recherche, la science, il y a toujours des beaux défis parce que c'est vraiment penser autrement, innover pour le bien de la société, pour le bien de la collectivité et aussi, ultimement, pour Sonafi Canada, trouver vraiment des solutions et médicaments pour traiter, guérir et prévenir les maladies chez le patient. Alors, l'innovation est très importante pour le futur de la collectivité. La question qui tue, est-ce que ça a bien fonctionné? Et deuxième question, est-ce que ce sont plus des filles ou des gars qui s'en vont dans ce domaine? On dirait qu'il y a une belle évolution. Il y a vraiment un mix de garçons et filles qui vont dans la science. À part égale? Je dirais que ça dépend du domaine de la science. Si on parle de la science santé, peut-être il y a un peu plus de filles, mais dans la science physique, peut-être un peu plus de gars. Mais vraiment, les opportunités sont ouvertes à tous les... soit hommes ou femmes ou garçons ou filles. Les opportunités sont vastes. C'est vraiment rêver et avoir l'opportunité. Et vous êtes content du résultat de Destination Innovation? Oui, on est très, très, très contents. On a eu, comme je viens de dire, les élèves de 5 écoles qui ont participé à cet événement-là. On a eu vraiment des personnes renommées de Québec. On a eu Dr. François Legary, qui est un chercheur renommé, qui a partagé sa passion, où il disait que vraiment il faut avoir la persévérance, l'engagement et la passion, et tout est possible. On a eu aussi M. David Saint-Jacques, qui est un astronaute de l'Agence spatiale du Canada, qui nous a partagé un peu son parcours professionnel, où il a commencé comme médecin dans sa carrière, et à travers les années, il est devenu astronaute de l'Agence spatiale du Canada. Mais son message était que les opportunités en sciences sont fantastiques. C'est vrai. Il va en avoir une autre édition de Destination Innovation l'année prochaine avec Sonafi? Tout est possible. On continue d'autres initiatives aussi. On a un autre qui a commencé dans la Colombie-Britannique, qui s'appelle Bench to Bedside. On a des étudiants, plus de 100 étudiants des écoles secondaires qu'on a réunis pour une journée de conférence avec des médecins et des chercheurs qui ont partagé c'est quoi la vie d'un médecin, c'est quoi la vie d'un chercheur, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les aider à faire des décisions dans leur carrière. Vous avez tenté d'inoculer ces jeunes-là avec, je dirais, le désir d'aller dans le domaine de la santé. C'est une belle initiative. Je vous remercie, Mme Mancini. Merci beaucoup. Au plaisir de vous voir peut-être l'année prochaine. Oui, au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce que le soleil brille et que le mercure monte qu'on ne s'est pas penché ces dernières semaines sur un projet de loi qui est devenu une loi qui était vraiment essentielle et qu'on attendait depuis des années. On parle de projet de loi, justement, qui est devenu une loi sur la fin de vie. Pour nous en parler, l'ex-députée de Sainte-Rose, Suzanne Proulx. On est longtemps ex, n'est-ce pas, Suzanne? On est ex toute notre vie. C'est un sujet fascinant, d'autant plus qu'il a rallié tous les partis, à part quelques personnes qui se sont exprimées contre. Je pense qu'il y a eu quoi, 22 votes contre, mais la majorité des gens appelés à voter ont voté pour. Oui, oui. Alors, ça a été, ce projet de loi-là, effectivement, je pense qu'il était très attendu. J'ai eu la chance moi-même de participer à cette commission parlementaire dans la dernière année, aux côtés de Véronique Yvon, qui a été l'instigatrice et qui a dédié, ma foi, près de 5 années de sa vie à ce projet de loi-là.
loi-là qui a été finalement adopté la semaine dernière. Alors, ce projet de loi sur les soins de fin de vie vient vraiment réglementer et baliser les soins de fin de vie en introduisant une nouveauté au Québec qui est l'aide médicale à mourir. Mais en fait, la loi, cette nouvelle loi, vient aussi donner le droit à toute personne d'avoir des soins palliatifs. Alors, c'est enchâssé dans une loi maintenant. C'est-à-dire que si moi, si je suis atteint d'une maladie incurable, je peux demander à ce qu'on abrège mes jours? Est-ce que c'est un peu ça aussi? En fait, oui, l'aide médicale à mourir, c'est très balisé et il y a des conditions extrêmement claires. Alors, il faut être en fin de vie, il faut être apte à le demander. Donc, les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, seraient inaptes ne peuvent pas demander et quelqu'un d'autre ne peut pas le demander pour elle. Il faut vraiment que ce soit la personne elle-même. Parce que j'aurais pu aussi signer un mandat d'inaptitude et la personne prendre ces décisions-là, mais c'est pas enchâssé dans cette loi-là. Le mandat d'inaptitude ne s'applique pas pour l'aide médicale à mourir. Donc, on ne peut pas, à l'avance, dire qu'on souhaitera l'aide médicale à mourir en cas d'inaptitude dans la fin de notre vie. Alors, il faut vraiment être apte pour le demander. Alors, ce sont des personnes très souffrantes qui sont en fin de vie et qui, pour elles, l'évaluation de leur souffrance, là, elle est intolérable. Si vous avez vécu la mort d'un proche ou d'un ami, vous le savez tous que vers la fin, il y a une forme d'euthanasie un peu, je vous dirais, discrète. Quand on donne les doses massives de morphine, souvent la personne finit par mourir. C'était aussi une forme d'euthanasie. Qu'est-ce que ça vient régler, cette loi-là, par rapport au système qui était déjà en place? Vous savez, c'est que maintenant, cette loi-là vient donner le choix, vient respecter l'autonomie de la personne. Vous savez, dans toutes les auditions qu'on a tenues dans le cadre de l'étude de ce projet de loi, il y a quelqu'un qui est venu témoigner et qui nous a dit « Mais à qui appartient mon corps? Si je ne peux moi-même pas disposer de mon corps, à qui appartient-il, mon corps? À qui appartient ma vie? » Donc, en fait, ce projet de loi vient donner le choix aux personnes, vient respecter l'autonomie de la personne jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, c'est tellement bien balisé que... parce que vous savez, ce qui existe actuellement, c'est la sédation palliative continue. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans des souffrances intolérables à la fin de sa vie, on l'endort. Jusqu'à ce que la mort survienne. Cette période de temps-là où la personne est endormie, on attend que la mort survienne. On peut se questionner, ça fait appel à notre sens moral, ça fait appel à nos valeurs, ça fait appel à notre conception de l'humanité. Est-ce que de laisser quelqu'un endormi de façon irréversible, de ne plus l'hydrater, de ne plus le nourrir, de le laisser mourir, est-ce que c'est plus humain que de permettre à une personne qui en est rendue là de dire « Moi, je préfère, je ne veux pas passer ces 2, 3, 4 derniers jours de ma vie dans ces conditions-là. Je fais le choix de demander une aide médicale pour mettre un terme dès maintenant à mes souffrances. » Est-ce que je me trompe en disant que c'est pas tant, je vous dirais, le citoyen moyen, mais plutôt le corps médical qui s'inquiétait de cette loi-là et qui voulait justement avoir un cadre plus défini pour arriver à des fins de vie, à des soins de fin de vie ou même une forme d'euthanasie? Ouais. En fait, l'aspect positif de ce projet de loi, c'est vraiment de concevoir l'aide médicale à mourir dans un continuum de soins. Ça fait partie des soins palliatifs. On vient redonner à la personne un choix supplémentaire et je pense que c'est sûr que ça fait appel à des valeurs. Donc, il y a des gens qui étaient pour, qui étaient contre. Mais pour moi, le Québec a fait une grande avancée et je pense que quand on parle de faire de la politique autrement, Mme Yvon a incarné ça puisqu'elle a su rallier la très grande majorité des parlementaires autour de son projet. Que cette loi soit contestée au niveau fédéral. On verra à ce moment-là, ça va suivre son cours. Au moins, il y a une loi sur laquelle s'appuyer. Oui, tout à fait. Merci, Suzanne. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup. À la chronique beauté, on parle d'une affectation qui touche 90 des femmes et 2 des hommes. Seulement 2 des hommes. La cellulite. Bonjour, Odile. Bonjour, Amélie. Donc, c'est injuste. Seulement 2 des hommes. Oui, puis 90 des femmes, c'est énorme. Alors, qu'on soit mince, qu'on ait un surplus de poids, ça n'a rien à voir avec la cellulite. Même les femmes minces peuvent avoir de la cellulite. Oui, oui, c'est ça, parce que 90 on s'entend que c'est énorme. Oui. La cellulite, on appelle ça aussi la peau d'orange. La peau d'orange, parce que tu vois, c'est une peau qui est inégale. Oui, c'est vrai, je la reconnais un peu.
Non, c'est ça, exactement. On le sent, le toucher aussi. Et puis, tu as 3 sortes de cellulite. Tu as la cellulite adipeuse. Alors, c'est du stockage de graisse dans tes cellules qui se fait. Tu as la cellulite aqueuse. Alors là, c'est causé surtout par une mauvaise circulation sanguine et lymphatique aussi. Alors, ça crée de la cellulite. Peut-être la rétention d'eau? C'est ça. Quand tu as une mauvaise circulation, évidemment, ça fait que tu as des petites bosses aussi. Oui. Et bien, la première, la adipeuse, on la voit surtout quand, mettons, tu es couché. Tu la vois pas quand tu es debout. Quand tu pinces la peau, tu la vois. L'autre, elle est un petit peu plus présente. Et la fibreuse, que celle-là, que tu sois debout, couché, tu n'as pas besoin de T'as pas besoin de serrer les fesses. Tu la vois, la fibreuse, c'est un durcissement, c'est une perte de l'élasticité des fibres. Alors, ça pousse les cellules vers l'extérieur de ta peau. Alors, c'est là que ça fait toujours en permanence ton impression de peau d'orange. Alors, elle est là. Ce qui cause aussi la cellulite, alors, tous les facteurs, tu as les hormones, des fois la prise d'hormones, la grossesse, la ménopause, ça doit pas aider non plus. Mais c'est ça, tous les changements hormonaux de ton corps, ça peut causer de la cellulite. Le type caucasien, alors les Blancs, on a plus de cellulite aussi, les filles. Quelle horreur! Oui, oui. L'insuffisance veineuse, il y a l'hérédité. Le surpoids, même si on disait que les personnes minces ont aussi de la cellulite, celles qui font du surpoids, bien évidemment, là, ça augmente aussi tes chances de... On sait que c'est une affectation, c'est esthétique, hein? On n'a pas de douleur d'avoir de la cellulite, c'est pas une maladie, mais c'est esthétique, on n'aime juste pas en avoir aussi. Et l'alimentation, c'est important dans la cause. Le tabac, les filles qui fument, alors il y a encore plus de cellulite. Et le stress aussi. Le stress, des fois, ça cause beaucoup de problèmes sur notre corps. Tout à fait. On devrait apprendre à être plus calme, plus zen. Le stress, le tabac, la mauvaise alimentation, ça cause des blocages aussi, donc mauvaise circulation. Tout est relié à quelque part, donc ça l'aide pas. C'est ça, exactement. Alors, pour éliminer le plus possible, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se débarrasser ou pour prévenir? Pour prévenir. Puis, en fait, plus la cellulite est prise jeune, plus tu as de chance aussi de ne pas l'augmenter et aussi de corriger. Hein? On essaye Alors, dès que tu vois que tu as un petit peu de cellulite, que tu sois jeune ou peu importe un changement hormonal, il faut travailler tout de suite. Boire beaucoup d'eau. Mais ça, c'est pour toute l'esthétique au complet dans notre corps, notre santé corporelle complète. Alors, on boit beaucoup d'eau. L'alimentation, fruits, légumes, le tabac, comme on disait tout à l'heure, si vous fumez, vous arrêtez de fumer. On se donne toutes les chances et, bien évidemment, c'est ça, l'exercice. On marche, on tient notre corps en forme, on fait de l'exercice pour faire circuler tout notre sang et pour éviter, on ne veut pas nourrir ces cellules-là le moins possible. Et on parlait de la grosseur. Les femmes minces peuvent en souffrir aussi, être affectées parce que c'est pas une maladie, on ne souffre pas. Mais l'âge n'a rien à voir non plus. On peut en avoir dans la vingtaine. On peut en avoir très jeune. Tu vois, des adolescentes qui ont de la cellulite, tu peux en avoir très jeune jusqu'à... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge, malheureusement. Là, c'est là. C'est des cellules qui sont graisseuses, adipeuses, là, qui sont présentes. Alors, bon, après qu'on ait fait tout ça, évidemment, sur le marché, tu as plusieurs produits aussi. Tu as plusieurs traitements. Tu as la liposuction, où ce qu'ils vont chercher et retirer ces cellules-là. Mais souvent, ils reviennent parce que tu les enlèves drastiquement. Fait que si tu fais rien après, bien naturellement, ils vont revenir se stocker où ce que tu les as enlevés de ton corps. Donc, c'est bon momentanément, sur le coup, oui, mais il faut que tu continues à les travailler après. L'exercice, l'alimentation, l'eau. Masser les régions et tout ça. Là, j'ai pris beaucoup des statistiques que je t'ai données aussi. C'est le docteur Dupont de la compagnie IDC. On connaît la ligne IDC. Ils mettent beaucoup de produits actifs dans leur cosmétique et dans leurs produits. Le docteur Dupont a fait des tests. En fait, c'est le seul qui a fait des études cliniques. C'est un tout nouveau produit, ça s'appelle Cell Elite. Il y a 2 études cliniques plus un article scientifique qui a été prouvé parce qu'avant, les crèmes ou les produits, il n'y avait pas de preuves scientifiques. Là, il y a un article scientifique qui a été écrit. C'est une étude indépendante qui a été faite et ça redonne de l'effet tenseur, d'élasticité, de la fermeté et de l'hydratation et une bonne diminution, effectivement, de la
peau d'orange. Donc, c'est ça, c'est un bon produit qui est nouveau sur le marché. Il faut l'utiliser pendant 90 jours. Alors, on commence à l'utiliser. On ne faut pas avoir des attentes immédiates. Faut laisser du temps. Le soir et le matin. Oui, exactement. Matin et soir, on l'applique sur les régions qui sont affectées. Et tu as d'autres produits comme Clarins, que j'aime beaucoup aussi. Ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Il travaille sur les capitons. Et Clarins, ce que j'aime aussi, c'est pour ça que je te l'ai apporté, c'est qu'à l'intérieur, il te donne sur le petit feuillet toute ta routine. Alors, oui. Alors, tu as la routine d'exercice aussi que tu suis parce que, comme je te disais, il ne faut pas faire juste une chose, il faut en faire plusieurs. Alors, tu as toute la routine ici d'exercice pour raffermir, sculpter, modifier, travailler ton corps. Donc, ne désespérez pas, il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Adil. Cette semaine, notre chroniqueuse saveur Sarah Bibeau nous fait découvrir une épicerie à vocation d'économie sociale, où on peut acheter des produits du terroir, mais également des aliments sains et savoureux à des prix très abordables. Ça pour nom, l'Escale Gastronome. Il y a à Laval un endroit qui favorise l'achat local des producteurs lavallois. Ça vous intéresse? Eh bien, c'est juste ici, sur le boulevard Saint-Martin. Suivez-moi. Présentement en compagnie de Louis Roberge, le coordonnateur et gérant de l'Espace Gastronome à Laval. Bonjour. Bonjour, Sarah. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien, oui. Je suis sûre que ça va encore mieux aujourd'hui parce qu'on va parler de toute la belle variété de produits que vous avez ici à l'Espace Gastronome. Quel est le concept de l'Espace Gastronome? Le concept de l'Espace Gastronome, c'est une coopérative, premièrement. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. C'est une coopérative qui a été fondée par des entrepreneurs, transformateurs de Laval, au départ, pour mettre en marché leurs produits, rendre accessibles leurs produits artisanaux au public, mais tout sous un même toit, dans un même endroit, que les gens n'aient pas à faire une grande distance pour chercher leurs produits. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes établi ici à Laval, dans la boutique? La boutique comme telle, ça fait un petit bout de temps avant que l'épicerie ouvre comme telle. On avait déjà le local pendant un petit bout de temps, je dirais au printemps 2013. 2013. Oui. Ah, ça passe vite. Mais on a ouvert, l'épicerie a ouvert à la mi-novembre. Mi-novembre de cette année, de l'année dernière? Oui. Donc, ça fait pas vraiment très, très longtemps. Puis, on n'a pas encore beaucoup de notoriété. On n'est pas très, très connus. Donc, pour nous, c'est une belle occasion de parler de la coopérative. Ben oui, puis quand même, je vois, c'est un petit bijou. Moi, quand j'étais jamais venue ici, puis je m'attendais à ce que ce soit une grosse épicerie. Là, quand on me dit l'Espace Gastronome, c'est quand même un nom assez gagnant. Ben oui, il m'a de l'espace. Mais en rentrant ici, j'ai vraiment vu le cachet. Ça sent le bois. On peut pas le sentir à la télévision, là, mais ça sent le bois, ça sent tous les produits. On a des produits, quand même une belle variété, là, faite par des artisans, faite par des endroits de Laval. Mais vous m'expliquiez tout à l'heure que vous avez étendu le rayon, pas juste à Laval, c'est 160 km. Oui, 160 km. On s'est basé sur ce qui est reconnu comme les bases d'une alimentation locale. Ça a commencé aux États-Unis, en Californie, dans les années 80, donc c'était 100 000. Alors, si on fait la conversion, c'est 160 km. Alors, pour offrir une plus grande variété, évidemment, il y a énormément de produits à Laval, mais il y a certains produits qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas produits ou transformés à Laval. Donc, on s'est étendu un peu plus grand pour offrir une plus grande variété à la clientèle. Faut que les gens aient de quoi se mettre sous la dent. Oui, surtout qu'à Laval, je crois qu'on est très gourmand. On aime ça bien manger. Mais expliquez-moi, au début, je pense que le concept de l'espace gastronomique, c'était pas exactement ça, là, ce que vous faites présentement. C'était pas que ça, non. Au tout début de la coopérative, dans le plan d'action, c'était de faire un marché virtuel et d'avoir des points de chute. Mais on s'est rendu compte que les gens aiment bien venir voir les produits puis
à la fois, parfois ici, il y a des dégustations, donc ils peuvent rencontrer des producteurs ou me rencontrer moi, puis je peux leur donner beaucoup d'explications, ce qui se ferait pas dans des points de chute. Alors, on a modifié un peu la trajectoire, puis on a décidé de faire une épicerie. Et vous me parliez tout à l'heure de l'idée de mettre sur Internet, faire une espèce de marché Internet là, pour que les gens puissent se procurer, faire des commandes en ligne directement? Oui, exactement. Alors, on est en train de monter le site web de l'espacegastronome.com. Ce site-là va être transactionnel. Présentement, il y a une petite section boutique, mais elle est en test. Alors, c'est pas fonctionnel présentement, mais on va mettre tout près de 400 produits en ligne que les gens vont pouvoir monter se monter une commande là, dans un panier et tout, comme ça se fait dans plusieurs sites web maintenant. Ah, mais ça va être intéressant, surtout je pense que ça grandit. De plus en plus, les épiceries offrent la possibilité d'acheter les produits en ligne. Parlons des produits maintenant. Vous avez vraiment une grande variété. Là, ici, on est à côté du rack de sirop d'érable qui viennent de ça, c'est la ferme au vieux chêne. On a des produits naturels, des crèmes, des savons. Des crèmes, des savons qui sont faits ici à Laval, d'ailleurs, la prétentieuse. Ça, c'est Jennifer Vary qui fait ça. La ferme au vieux chêne, qui est la cabane à sucre à Laval. Il y a bien des gens qui sont surpris de savoir qu'il y a une cabane à sucre. À Laval, exactement. Ouais. Sympathique, d'ailleurs. Une 60 personnes, c'est tout petit. À part ça, on a les produits de la ferme Jeune au Travail, des produits transformés, des mets préparés. Dans nos frigos, on a aussi beaucoup de mets préparés. Donc, en portion individuelle, en portion familiale. Vous avez des gâteaux, maintenant, des tartes, des tourtières. Oui, des gâteaux, des tartes, des tourtières, des soupes, des charcuteries. On a des charcuteries qui sont faites ici à Laval par un charcutier de 3e génération, Patrick Roffy. Son grand-père était un charcutier à Lyon. Alors, à Lyon? Alors, il se spécialise dans la rosette de Lyon, qui est excellente d'ailleurs. On a des fromages aussi. Ben oui, des fromages de la fromagerie du Vieux-Saint-François, qui sont membres de la coopérative aussi. On a les fromages des fromagers de la Table Ronde à Sainte-Sophie, qui eux sont bio, certification biologique. Ah, mon Dieu, mon Dieu. On a Vous avez de la bière aussi. De la bière de microbrasserie. Une particulièrement qui a été faite à Laval. Oui. J'aime vraiment son nom, là. C'est vraiment un beau concept. La brune ou blonde. Oui, avec le H ou blonde. Ben oui, avec un H pour refaire un rappel. Alors, cette bière-là, c'est le cultivateur qui a demandé à une microbrasserie de brasser sa bière. Lui cultive le houblon comme tel. Alors, le houblon a poussé ici à Fabreville. Alors, ça donne un produit tout à fait local. Un produit local qui est brassé par quelqu'un, c'est à Saint-Eustache. À Saint-Eustache, donc c'est vraiment local. Plus local que ça, c'est difficile. Il n'y en a pas. Bon, bien, merci beaucoup, Louis. Merci pour toute cette information. Alors, c'est une très petite perle qu'on vient de découvrir ici. Donc, je vous invite, Lavallois et Lavalloises, à venir voir ce qui se passe à l'Espace Gastronome. Bienvenue, ici René Poulain sur le site des Cafés Rencontres de RPM Autopassion à Laval. Durant la saison estivale, nous allons rencontrer des fanatiques d'automobiles qui vont nous parler de leur passion et surtout nous présenter leur véhicule. Et sans plus tarder, on commence avec Éric Roger. Bonjour Éric. Bonjour René. Écoute, là, la première question qui me vient, c'est normalement, les passionnés remontent des véhicules, des voitures. Pourquoi toi, une camionnette? Ben moi, j'ai toujours aimé les camions depuis que je suis tout petit. Je découpais tous les découpeurs dans le journal. J'ai été élevé avec des mononcles qui avaient tous des camions. La famille, c'est camions. La famille avait tous des camions. Fait que moi, j'ai vu ces camions-là quand j'étais petit. OK. Fait que j'ai acquis ce camion-là. Ça me rappelait aussi ma jeunesse, de m'avoir promené dans la boîte. Oui, dans le temps, on avait le droit. Ouais, tout le monde se promenait dans les boîtes, 4 en avant. Puis, où est-ce que tu l'as déniché, ce véhicule-là? Ça, j'ai trouvé ça à Saint-Lin. Ça faisait 3 ans que j'arrêtais de voir le gars que je connaissais un peu. Puis la 3e année, il me dit moi, je changerais ça contre un 4 roues. Ah, donc c'est du harcèlement que tu as fait pour l'avoir? Un petit peu. Ah.
Puis moi, j'ai dit que j'avais un très beau 4 roues. OK. J'ai fait change pour mon 4 roues. OK. Puis ben, la première journée qu'il est venu me le porter, qu'il est venu chercher son 4 roues, aussitôt qu'il est parti, j'ai rentré, puis j'ai commencé à le défaire. Côté restauration? Au complet. Tout est fait en morceaux au complet. C'est toi qui l'as fait ou tu as eu de l'aide? Moi, j'ai eu de l'aide pour la finition de la carrosserie. OK. Mes frères ont un atelier de carrosserie, fait que c'est eux autres qui ont fait ma finition. Vive la famille. Oui. On va parler un petit peu de ton camion. C'est un GMC 1970. Oui. C'est un modèle de base ou quoi? C'est un custom. C'est un custom. C'est quoi les équipements que tu avais en surplus là-dessus? Moi, j'avais en option, j'ai le moteur 350, j'ai la transmission 4 pour le vitesses. remorquage, c'est sûr. Ouais. Oui, ça l'aide. J'ai la transmission 4 vitesses au plancher. OK. J'ai une demi-lame de charge qui est en option, puis j'ai le fond de bois aussi qui est en option. Je remarque que tu as les miroirs de remorquage aussi. Oui, hein? ça, c'était une option aussi. C'était d'autres petits miroirs qu'il y avait. Puis, il y a une petite affaire que je voulais voir, c'est que si on regarde un exemple, ta roue de secours, parce que normalement, les camions ou les pick-up ont la roue sous le véhicule. Et là, c'est sur le côté, c'est une option que tu avais ou c'est Ça, c'est une option. Bien, lui, il peut être ici, puis il peut être en avant aussi. Je peux le mettre où ce que je veux. Il y a 3 places pour la versatilité. OK. C'est pas le modèle qui va en dessous, c'est le modèle qui va dans la boîte. 2 accessoires que j'ai remarqués sur ton véhicule. Bien, il y en a un qu'on voit tout de suite, là, mais on va remarquer l'accessoire numéro 1. Oui. Un crâne d'animal. Ouais, c'est une vache d'Island, c'est une vache de montagne, ça a le poil bien long, c'est brun, là. C'est assez gros. OK. Et pourquoi tu as mis ça? Ben, ça fait Texas, ça fait cowboy. OK, western un petit peu ça. Oui, dans toutes les ranges, ils ont des pick-up Chevrolet ou GM. Dans le temps, il y avait tout ça. Autre, ben là, on va y aller avec la finale. La cerise sur le Sunday, c'est bien entendu la roulotte. La roulotte, si je me trompe pas, je pense que c'est dans les mêmes années. 1972. Une Chevy Citation 1972. Encore Chevy. Donc, t'es encore GM. Oui. Citation, ça n'existait pas dans le temps, mais c'est les années 82, là, mais... OK, on parle de roulotte. Puis, si j'ai remarqué, tu as des super décorations sur ton véhicule. Ben, sur ton véhicule, excuse-moi, sur la roulotte. C'est qui a fait ça? Il y a un artiste dans ta famille? Oui, c'est mon père, André Roger, le peintre le plus rapide, 22 records Guinness. C'est lui qui m'a peint aussi en dedans. OK. J'en ai sur mes portes d'armoire, puis j'en ai un autre qu'on ne voit pas là au bord, là. Mais c'est tout mon père qui a fait ça, là. On va se voir cet été dans les expositions? C'est sûr. Eh bien, c'est tout pour cette semaine et on se revoit à la prochaine avec un autre fanatique. Tom Cruise est la vedette du nouveau film de science-fiction Un jour sans lendemain, version française de Edge of Tomorrow, fraîchement sorti en salle. Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Salut. Écoute, comme d'habitude, j'ai été faire mes devoirs, je suis allée voir la bande-annonce et moi qui est une fan de Tom Cruise, j'aime beaucoup ses films, mais c'est rare que Tom Cruise a joué dans un mauvais film. Et là, je n'étais pas du tout convaincue avec cette bande-annonce. Bien, c'est que l'histoire du film, c'est que, bon, il doit revivre la même journée. Il y a des extraterrestres qui envahissent la Terre. Et là, bon, l'armée est là pour nous protéger. Et là, le personnage que Tom Cruise interprète, il doit revivre continuellement la même journée, mourir à chaque jour pour essayer d'être le meilleur soldat possible et finir par tuer les extraterrestres dans la même journée. Le jour de la marmotte, version science-fiction. Exactement. Mais le problème avec les bandes annonces, c'est qu'on nous en montre trop. C'était pas le cas avant, mais plus ça va, plus on nous en montre. Puis on le comprend dans la bande-annonce. OK, il va revivre la même journée tout le temps. Après 2 minutes et demie de bande-annonce, on le comprend. Mais là, OK, le film, c'est quand même 2 heures de ça. On a-tu le goût de se taper 2 heures de ça, qui va revivre tout le temps les mêmes choses? On vient de l'avoir dans la bande-annonce. Et heureusement, le scénario est très bon. Et le film aussi. Contrairement à ce que, mettons, la bande-annonce pourrait nous laisser montrer. Croire. Oui, alors... C'est ça. Le film est très bon. C'est très divertissant. Tom Cruise est égal à lui-même. Il est excellent. Emily Blunt, elle est très bonne aussi. Le réalisateur Doug Liman, lui, bon, c'est le gars qui a fait Monsieur et Madame Smith en 2005, entre autres. Donc, c'est un gars qui s'y connaît en action. La seule chose, c'est que le film n'a pas beaucoup de rebondissements. À un moment donné, dans la première heure, c'est très intéressant comment il amène ça. Comment est-ce que le personnage que Tom Cruise interprète va revivre les mêmes moments chaque jour, puis c'est pas toujours les mêmes moments qu'on voit. Et c'est amené de façon assez amusante, surtout quand il doit mourir. Parce que pour revenir en arrière, il doit toujours mourir. Oh. Et des fois, c'est assez drôle comment ça arrive. Donc, il y a un peu d'humour noir, ce que moi, j'ai beaucoup aimé.
Et par contre, le film est arrivé au numéro 3 en fin de semaine, dans sa première fin de semaine de sortie. Grosse déception, j'imagine. Grosse déception, oui et non, parce que ça faisait un bout de temps que ce film-là était considéré comme quelque chose de très risqué quand même. Parce qu'en fin de semaine, il y a un film d'amour qui est sorti qui s'appelle Nos étoiles contraires. Un de tes films favoris, j'imagine. J'ai pas encore eu la chance de le voir. Peut-être qu'il est très bon. Mais le problème, c'est que c'est un film d'amour et c'est le seul en ce moment. Donc, qui s'adresse à un public de femmes principalement de 25 ans et moins. Donc, les filles vont voir ça. Compétition. Bien, il n'y a pas de compétition. C'est que là, les filles vont voir ça, puis bien, il y en a beaucoup qui ont des chums, ils amènent leurs chums avec eux, c'est bien normal. Mais là, le problème, c'est qu'on a évalué qu'en moyenne, une personne moyenne ne va pas au cinéma 2 fois par semaine. Alors là, il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être été voir le film de Tom Cruise et finalement qui ont été avec ce film d'amour-là. Et c'est pour ça que ce film d'amour-là est au numéro 1, Maléfique est au numéro 2 et Edge of Tomorrow est au numéro 3. Bon, le film a quand même fait 140 millions à travers le monde avec un budget de 178. Ça va prendre un moment avant qu'ils puissent rentrer dans leur argent, j'imagine. Oui, je pense qu'ils vont rentrer dans leur argent, mais je pense que c'était très risqué de donner la vedette de ce film-là à Tom Cruise pour la simple et bonne raison que depuis 2010, à l'exception du film Mission Impossible 4 qui a rapporté 600 quelques millions à travers le monde, tous ces autres films ont rapporté entre 250 et 290 millions. Donc, sur un budget de 178 millions, tu fais x2, c'est ce qu'ils doivent récupérer. C'est quand même assez risqué. Tom Cruise, c'est une star qui rapporte de l'argent, qui est bon au box-office, mais ça vaut-tu la peine d'investir autant pour ce film-là et de le mettre à cette date précise? Parce que maintenant, c'est les franchises qui fonctionnent. Et Edge of Tomorrow, c'est pas une franchise, c'est basé sur un manga japonais qui s'appelle All You Need Is Kill. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas appelé ça comme ça aussi, le film. Ça aurait été... Je trouve que le titre c'était trop violent, je pense. C'est pour ça qu'ils ont changé le titre. Hein? C'est ça. Et ce manga japonais-là n'était pas très connu aux États-Unis. Donc, tu fais compétition à un film basé sur un roman américain, Nos étoiles contraires. Tu fais compétition avec un dérivé d'histoire de La Belle au bois dormant avec Maléfique. Donc, c'est un peu normal. Puis en plus, avec X-Men, qui est aussi au numéro 4 en fin de semaine. Donc, beaucoup de compétition pour une histoire que très peu de gens connaissent. C'est quand même incroyable que c'est un film d'amour qui est en première position du box-office avec tous ces méga blockbusters. Mais ça a du sens. Ça a du sens. Belle stratégie de marketing. Donc, un jour sans lendemain, Edge of Tomorrow à l'affiche maintenant. Conclusion de l'émission, mais surtout portion qu'on aime beaucoup. Ma partie favorite. Et on a bien sûr Mme Rita qui est là, qui nous a préparé ce plat. Et on va demander d'ailleurs à Jean-Yves de venir nous présenter le vin qui va accompagner ce plat, qui est fait d'un... Peut-être que vous l'avez manqué au début. C'est poulet farci avec des asperges, de la mozzarella, des légumes tomates fraîches grillés. Et les légumes grillés. Montre-nous tes talents. Habituellement, on prend toujours du vin blanc avec du poulet. Oui. On a toujours cette notion-là. Mais nous, on aime beaucoup le vin rouge. Oui. Je bois du vin rouge avec tout. Alors aujourd'hui, ce qu'on va prendre, c'est un Pan 2009. Un Montepulciano d'Abruzzo. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Avec mon accent de mascouche, Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on va voir. C'est un vin qui a un petit goût de café, de confiture et aussi de fruits noirs. Et c'est un vin qu'on peut avoir chez Mme Rita, ce vin-là? Oui, c'est un vin qui est fait de ma région, à côté de chez moi. Et c'est 3 générations qui fait ce vin-là. Une cantine, c'est une vraie, je l'ai visité la cantine, un vrai musée. Et est-ce qu'on peut l'acheter à la SAQ ou c'est une réserve Oui. Oui, privée? disponible à la SAQ. C'est un coût d'environ 20 la bouteille, OK. 20,85 la bouteille. Et je vous montre mon truc. Oui, vas-y donc. Avec une serviette de table pour faire un petit foulard, tu sais, pour pas que ça coule partout parce qu'on n'a pas de verse-goutte. Moi, j'aime pas ça quand ça coule. Alors, je prends ça ici comme ça. Je fais un petit foulard, une petite bavette comme ça. regarde. On vient placer ça derrière comme ça. Et sur la terrasse l'été, ça fait toujours la job. Regardez. C'est fantastique. Et comme ça, il n'y a pas de goutte. Sais-tu quoi, Éric? Voilà. Moi, je bois jamais de vin. Mais là, Je suis bien plate. Mais là, j'en bois des Vas-y. Mais j'ai pas une technique bien fancy. Là. Prenez le temps de regarder la texture de ce vin-là. La robe. Oui, Oui, il a une belle robe. Une très belle belle petite robe. robe d'été, c'est le fun.
Tu dit que c'était les notes de quoi? De cerises, de confiture, en fait, de café. Bravo! Beau travail. Yeah, je m'en suis. Oh non! Eh oui. J'espère que t'avais pas une grosse journée. Non, c'est correct, je m'en vais à la maison après. Parfait. On peut te faire une cravate si tu veux, un petit Fallait foulard. pas J'avais besoin de ta bavette, il envoie donc. Merci. Mais écoute, c'est bon, tu sais, je peux pas dire autrement, c'est bon. Moi qui bois jamais de vin. Non, mais effectivement, il est très, très bon et c'est le PAN, P-A-N. Oui, PAN PAN 2009. Et Vraiment PAN, j'en ai eu excellent. sur ma chemise. Veux-tu goûter au moins les Ben légumes? oui, je vais goûter. Puis moi, je vais m'occuper de la portion. Je suis plate, moi, pas de viande, pas de vin. Maman Rita, Les légumes, c'est parfait. pendant l'été, vous faites des rénovations au restaurant. Oui. Donc, on incite les gens à commander leurs plats directement au restaurant et de les faire venir à la maison. Je pense que c'est plus facile. Puis en plus, on peut faire ça, donc faire sa commande un peu plus tôt, puis avoir des invités sur la terrasse et en même temps se payer la bouffe de Maman Rita. C'est ça. Est-ce que c'est le même menu que vous offrez aux gens, commande comme ça par téléphone? Oui. Ah, c'est Le même excellent. menu, puis c'est vraiment il y a des choses spéciales pour sortir, là, pour les plats pour emporter. Moi, je vais prendre ton vin Vas-y pour donc. emporter. Oui, vas-y donc. Est-ce que vous cuisinez chez les gens? Parce que vous allez cuisiner, entre autres, pour Donald Sutherland, chez lui. Oui. Est-ce que si j'appelle Maman Rita et je dis ce soir j'ai un gros party chez nous, pouvez-vous venir, vous allez le faire? Oui, je fais ça. Je cuisine à Saint-Sauveur j'ai des clients à Saint-Sauveur, à Nord-Atli, Saint-Catherine-d'Atli, OK. Georgeville, partout. Et toujours des cours aussi de cuisine pendant la période estivale. Oui. Alors, je vais te donner 2 numéros de téléphone pour rejoindre Maman Rita. D'abord, il y a le restaurant qui est le 450-668-3060. Oui, ben, Je vas-y, connais vas-y. par cœur ce numéro-là. Ben, je le sais, je sais. Est-ce que tu connais son numéro de cellulaire? Non, mais je connais son adresse. Ah, ben, tu vois, moi, je vais te donner son numéro de cellulaire à Maman Rita. Alors, c'est le 438-938-3060. Si vous voulez jaser des fois avec elle. Non, mais là, toi, tout seul, je vais l'appeler le soir. C'est à 3 heures du matin. Oui. Non, mais Maman Rita peut venir donc à la maison, vous cuisiner un peu ce qu'elle nous a cuisiné ici à la maison. Puis soit, ben écoute, à tous les jours, tu es là, c'est ta seconde maison. 424 des Laurentides à Laval. Je connais l'adresse par Tous cœur. les jours, ben oui, c'est ça. Exactement. Merci de l'avoir mentionné. Je pense que je ne l'avais pas dit. Vas-y, Et moi, je je pense plonge que c'est excellent. dans le poulet avec les asperges pendant que... Vous me regardez? Hein? Mais pendant que tu. T'as l'air comme des petites pattes, hein? Pendant que tu J'essaie de... Laval, oui, c'est ça. Je voulais juste dire que si vous êtes de Laval et que vous avez un restaurant, une compagnie, une entreprise ou même un événement estival, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Je vous remercie bien sûr tous nos invités, bien sûr Jean-Yves, Maman Rita, Merci. nos chroniqueurs, notre équipe de production et de réalisation. D'ailleurs, vous allez voir leur nom défiler à l'écran à la fin de l'émission. Peut-être dire aussi aux gens que si jamais vous passez ici le lundi entre 9h et quoi, il est 13h à peu près, au moment où on enregistre cette émission-là, ben vous pouvez venir faire un petit tour, nous faire un coucou, nous faire un brin de jasant. Puis en fin de semaine, Maman Rita, dimanche, parce que l'émission est diffusée dimanche, c'est la fête des pères. Oui. Et si jamais on n'a pas le temps dimanche, bon, on peut aller pendant la semaine qui vient faire une réservation pour inviter papa au restaurant. Et d'ici là, on vous souhaite du beau et du bon temps sur votre terrasse. Merci. On va aller faire du lavage. On va faire du lavage. Mets du sel dessus. Oui, ouais, c'est ça. T'as pas de sel, hein? C'est ça. Bye tout le monde. Au revoir. Comment tu trouves le vin? Ma chemise, je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment... Ça fait un petit peu.